vous ai dit voilà. Merci. Pour l'échange des fagnons. S'il vous plaît. À droite, s'il vous plaît, à droite. S'il vous plaît, là, madame la ministre, photo là. L'échange des maillots. Bien, bonjour. J'ai l'honneur d'inviter tout le monde ici, alors que je suis chez vous, cher Noël. Bienvenue à tout le monde. Je voudrais dire comme je suis très heureux de me retrouver dans cette belle maison, en compagnie de la ministre des Sports, on peut dire comme ça, de la ville, beaucoup d'autres choses. Mais en tous les cas, je voudrais dire que nous avons eu une belle réunion. Et avant de donner la parole à Jacques Lambert, qui va vous expliquer au président de la SAS, je donnerai la parole à Madame la ministre, tout en remerciant pour le travail qui a été accompli Madame Fourneron, qui a fait un superbe travail en tant que ministre, et Monsieur Vincent aussi, qui était le président des clubs des sites. C'est ça, Jacques, le nom ? Du Club des sites. Du Club des sites. Donc voilà, bienvenue. Je vais donner la parole à Madame la ministre. Ensuite, Jacques vous expliquera un peu tout ce qui se passe. Puis, bien sûr, on répondra à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse, vous l'imaginez, d'avoir pris part au 5e, c'était bien le 5e, je crois, comité de pilotage de l'Euro 2016. Je suis très heureuse de prendre la suite de Valérie Fourneron, à laquelle je rends hommage à mon tour. On a eu une réunion très fructueuse. Les choses avancent bien. Et pour résumer, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que tous les voyants sont au vert pour la préparation de cet Euro 2016, même s'il y a toujours évidemment des points à régler. Mais quand on fait le point politiquement parlant, on va avoir en 2016 31 jours de compétition, 51 matchs, 24 pays, 10 sites d'accueil. Tout ça, c'est de la responsabilité du comité d'organisation. Et je leur fais toute confiance pour que les rencontres se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est l'aspect sportif. Mais c'est aussi l'Euro 2016, 2,5 millions de spectateurs attendus, dont beaucoup de touristes étrangers, auprès duquel il s'agira de valoriser notre pays, de le faire rayonner, de faire découvrir notre patrimoine, notre culture. C'est aussi vraisemblablement quelques 8 millions de supporters derrière des écrans géants. Donc ça va faire du monde. Et moi, ce que j'ai dit ce matin, c'est que je voulais qu'on fasse de cet Euro 2016, au-delà des performances sportives qui comptent, un moment fédérateur, un moment populaire, un moment de cohésion nationale pour notre pays. Qu'on fasse souffler un état d'esprit positif, combatif, conquérant. Et on sera en capacité de le faire, notamment en associant tous les acteurs possibles, toutes les collectivités locales, les entreprises, les différents ministères. Donc j'ai annoncé par exemple que nous allions veiller avec mon collègue ministre de l'Éducation nationale à ce que dans toutes les écoles, cet Euro 2016 soit l'occasion de parler à la fois des valeurs du sport et de l'Europe d'un point de vue positif. Donc nous ferons en sorte qu'avec l'appui de l'UCEP et de l'UNSS, des actions, un championnat européen soit lancé, un championnat européen de football scolaire. Nous allons lancer un appel à projets sportifs et culturels dans toutes les écoles pour un projet qui sera baptisé Mon Euro 2016 et permettre ainsi aux enseignants d'aborder ces valeurs sportives et cette histoire, cette géographie de l'Europe avec leurs élèves dans les meilleures conditions. S'agissant de ma casquette de ministre de la Ville, j'en profiterai aussi pour faire en sorte que cet Euro 2016 puisse venir permettre de soutenir des initiatives locales
dans les quartiers, dans les territoires qui en ont le plus besoin. Et des tournois européens avec des associations de quartiers seront organisés. Je pense par exemple à l'initiative que vous connaissez peut-être de Sport dans la ville, qui sera soutenue. Nous verrons avec les collectivités locales, celles qui accueillent, mais aussi les autres, à faire émerger le plus possible de projets, voilà, du terrain que l'on puisse soutenir. Nous ferons évidemment en sorte que les questions de sécurité se passent bien avec mon collègue ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nous associerons aussi, je le disais, les entreprises, les grandes entreprises, pour faire en sorte que, là encore, elles prennent toute leur part à ce qui se passera, à l'énergie qui se diffusera pendant cette compétition. Donc, en résumé, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'Euro 2016, il ne se contente pas de commencer le 10 juin pour se terminer le 10 juillet 2016. Pour moi, il commence bien avant et il se termine bien après. Il se terminera bien après parce qu'il y aura des retombées économiques, sociales, nombreuses. Ces retombées économiques, d'ailleurs, et sociales, on va les mesurer. J'ai demandé au délégué interministériel à l'Euro 2016 de pouvoir mener une mission précise d'évaluation de ces retombées pour qu'on soit en capacité, y compris par la suite, lorsque la France serait susceptible de se porter candidate à nouveau à l'accueil d'une grande compétition internationale, de démontrer qu'il ne s'agit pas simplement de charges financières, mais d'investissements pour l'avenir. Et nous allons faire en sorte aussi que les retombées, je le disais, au-delà des retombées économiques, soient des retombées sociales. C'est pour cela que j'ai demandé à ce qu'on puisse notamment réfléchir à ce en quoi la jeunesse de nos quartiers pourra profiter, dans le domaine de l'emploi en particulier, de la chance que nous avons de pouvoir organiser ce grand événement. Voilà en quelques mots la façon dont je compte aujourd'hui m'inscrire dans la préparation de cet euro. Et puis je laisse la place à Jacques Lambert pour vous en dire plus. Bien, bonjour. Je ne vais rien dire sur la première partie de notre réunion qui était une sorte de bilan d'étape de la préparation de l'Euro 2016, 2 ans avant le coup d'envoi. Parce que, je dirais, globalement, comme on l'a dit et comme Madame la Ministre vient de le dire, les voyants sont au vert et les choses avancent bien, notamment s'agissant de la construction et de la rénovation des stades. Si vous avez des questions particulières à poser, nous y répondrons très volontiers. Donc en fait, je vais me concentrer sur le sujet médiatique du jour qui est la révélation du calendrier de la phase finale de l'UEFA Euro 2016, c'est-à-dire où vont se jouer les 51 matchs de la compétition, et notamment les grands matchs ou les matchs de l'équipe de France. Avant de révéler ce calendrier, je voudrais vous expliquer comment il a été bâti, sur la base de quels critères. En fait, il y avait 2 critères essentiels. Le premier qui tient toujours à cœur de l'UEFA, qui est de respecter des conditions équitables de compétition pour toutes les équipes, qu'elles soient tête de série ou qu'elles ne soient pas tête de série. Et ceci signifie notamment que toutes les équipes, y compris les têtes de série, joueront leurs matchs de groupe dans des stades différents. Donc il n'y aura pas d'équipes qui, pour certaines, resteraient à leur camp de base pendant 3 semaines et qui, pour d'autres, auraient à se déplacer systématiquement. Toutes les équipes tourneront. Ça n'est pas une innovation. Nous l'avions expérimenté en 1998 pour la Coupe du Monde et on le verra tout à l'heure. Ceci est un élément important pour l'attractivité du spectacle offert dans toutes les villes. Les 3e matchs du premier tour se jouent le même jour à la même heure, ça c'est classique, c'est pour éviter que certains jouent en connaissant le résultat de leur adversaire direct. Le vainqueur et le deuxième d'un groupe ne pourront se rencontrer que s'ils atteignent la finale. 3 horaires de coup d'envoi simples, faciles à mémoriser, 15h, 18h, 21h. Avec, dans l'élaboration de détails du calendrier, le souci de veiller à ce qu'il n'y ait pas des équipes qui ne jouent que l'après-midi et d'autres qui ne jouent qu'en soirée, mais ça c'est classique. Temps de repos des pelouses entre 2 matchs, au moins 2 jours, parce qu'on le sait, c'est nécessaire, notamment si les conditions météo venaient à être mauvaises. Le deuxième critère
Slide suivante, s'il vous plaît. Qui nous a servi, c'était la volonté d'avoir un spectacle diversifié et attractif dans toutes les villes. Avec un premier souci qui est de répartir équitablement les matchs entre les villes hôtes. Bien sûr, certaines ont des stades plus petits que d'autres. Bien sûr, nous organiserons les grands matchs dans les stades ayant les plus grandes capacités, mais pour autant, nous avions pris le parti dès le départ qu'il n'y aurait pas moins de 4 matchs par ville, et le stade qui va en accueillir le plus, le Stade de France en l'occurrence, n'en accueillera pas plus de 7. Donc une forme de, je dirais, de concentration et d'homogénéité de la répartition des stades. Ce qui donne 4 matchs à Lens, à Nice, à Saint-Étienne et à Toulouse, 5 matchs à Bordeaux et au Parc des Princes, 6 matchs à Lille, à Lyon et à Marseille, et 7 matchs au Stade de France. Et puis, je l'ai dit, la rotation systématique des équipes pour les matchs de groupe va permettre à toutes les villes, je dis bien à toutes les villes, de voir 6 équipes différentes pendant les matchs de groupe et de voir entre les matchs de groupe et le 8e de finale au moins 2 têtes de série différentes. Donc, que l'on soit dans un stade à 4 matchs ou que l'on soit dans un stade à 7 matchs, le public local verra de toute façon, 1, des équipes différentes et 2, au moins 2 têtes de série différentes. Là aussi, c'est un système que nous avions expérimenté avec succès en 98. Troisième critère pris en compte pour l'élaboration du calendrier, il se trouve qu'on a, vous le savez, des stades qui sont répartis en 5 binômes géographiques. Donc on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de match le même jour au Stade de France et au Parc des Princes, à Lens et à Lille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Toulouse, Marseille et Nice. Donc permettre au public local et régional de voir un maximum de matchs. Ce qui donne donc la répartition suivante des matchs en fonction de la capacité des stades. Donc les matchs de groupe, 4 matchs de groupe au Stade de France, à Marseille, à Lyon, à Lille, au Parc des Princes et à Bordeaux. 3 matchs de groupe à Saint-Étienne, à Nice, à Lens et à Toulouse. Les 8e de finale répartis tels que vous les voyez ici. Les quarts de finale à Saint-Denis, à Marseille, à Lille et à Bordeaux. Les demi-finales à Marseille et à Lyon. Et la finale au Stade de France. Slide suivante. Pour synthétiser l'effet significatif du calendrier, donc les matchs phares de la compétition, je viens de le dire, match d'ouverture et finale au Stade de France, demi-finale à Marseille et à Lyon, quart de finale à Lille, à Bordeaux, à Marseille et au Stade de France. Et pour ce qui concerne l'équipe de France jouera donc ces 3 matchs de groupe au Stade de France pour le match d'ouverture, à Marseille et à Lille. Elle jouera son 8e de finale à Lyon si elle termine première de son groupe, et à Saint-Étienne si elle termine 2e. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire sur le calendrier. Et sur l'ensemble de l'Euro 2016. Très bien. Bon, comme on n'a rien à ajouter, on a quand même pas mal travaillé sur ce calendrier. Ce n'était pas facile, avec quelques petites pressions, comme vous le savez, un peu politiques. Mais comme l'a dit Jacques, on a surtout privilégié la capacité des stades. Voilà. Donc, je pense que nous allons maintenant commencer à répondre à vos questions, si vous en avez. Et le président de la Fédération française conclura cette belle journée. Bonjour, Benoît Véran, France Télévisions. Qu'est-ce qui a présidé à votre décision pour les demi-finales sur le stade de Lyon par rapport aux travaux, etc. Non, les travaux n'ont pas eu de conséquences sur l'élaboration du calendrier. Je dirais, le stade de Lyon, aujourd'hui, il avance parfaitement bien. Patrick Iliou, qui est en face de moi, peut en attester. On a montré d'ailleurs ce matin, pendant la séance de travail,
des photos récentes et des chantiers de Bordeaux et du chantier de Lyon. Donc tout ceci avance bien et nous n'avons à ce jour plus aucune inquiétude. Non, Lyon s'était porté candidat pour le match d'ouverture. Nous avons considéré tout bien pesé, et la réflexion a été intense, qu'il était plus logique en quelque sorte d'attribuer les 2 demi-finales aux 2 grandes villes de province qui sont impliquées dans l'organisation. Il nous a semblé plus logique aussi que le match d'ouverture et la finale aient lieu dans le même stade, à savoir au Stade de France. Voilà, donc nous souhaitions, comme je l'ai expliqué, de toute façon, qu'il y ait une répartition équilibrée des matchs entre les principaux stades. Et je pense, très honnêtement, quand on regarde cette répartition entre match d'ouverture, quart de finale, demi-finale, finale, qu'on aboutit à cette forme d'équilibre que je souhaitais. Rainer. Attends le micro, Rainer. Rainer Kalb du Sportinformationsdienst en Allemagne. Une question à Madame la Ministre, une question à Michel. Madame la Ministre, la France veut épargner dans les 3 ans à venir 50 milliards d'euros. Oui, 50 milliards d'euros. Combien de ça vont regarder le football professionnel, c'est-à-dire le championnat d'Europe, vu le budget du départ? Question à Michel. Michel, là, tu nous présentes le championnat d'Europe en France. Est-ce que tu pourrais nous dire si, dans ta fonction en tant que président de l'UEFA, tu assisteras aussi au match d'ouverture en juin 2016? Oui, je vais commencer. La participation de l'État à ces nouveaux stades, au financement de ces nouveaux stades, s'élève à peu près à 160 millions d'euros. Donc c'est le CNDS, donc en réalité une partie prise en charge par le mouvement sportif. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, moi j'estime qu'il ne faut pas voir cela comme une dépense, mais comme un investissement, avec des retombées économiques et sociales d'ailleurs, qui peuvent être absolument considérables, qui sont, j'en suis sûre, considérables, et que cette fois-ci, on va veiller à évaluer de façon transparente, systématique, pour justement que les citoyens eux-mêmes soient persuadés des bénéfices qu'ils en tirent. Voilà, c'est ce qu'on fera avec le délégué interministériel, mais je n'ai pas grand doute sur le fait que pendant la période de l'Euro 2016 et pendant les années qui vont suivre, les retombées seront très nombreuses. Mon cher Rainer, on ne me l'avait jamais présenté de cette façon, cette question. Hein. Là, je voudrais te féliciter. Mais écoute, j'assisterai même très certainement au match d'ouverture à Saint-Denis en 2016, oui. Si je ne suis pas mort. Comment? Ah, dans quelle fonction? Ça, je ne sais pas trop, ça. Ça, tu le sauras après la Coupe du Monde. On a des places de volontaires. Voilà, peut-être comme volontaire. Plus de questions? Ah, quand même. Bonjour, Monsieur Platini, Magali Césari, le Grand Journal de Canal+. Je voudrais vous parler de la Coupe du Monde qui arrive très prochainement. L'ancien chef de service de presse des Bleus sort un livre aujourd'hui sur le fiasco de Naïsna, dans lequel il pointe du doigt la responsabilité de l'encadrement et de la fédération. Est-ce que c'est votre avis aussi? Si c'est mon avis, ça touche la Fédération française de football. Président. D'abord, très sincèrement, je sais que le livre est sorti. J'ai vu des extraits ce matin, mais je ne l'ai pas encore lu. Bon, il est certain que c'est un mauvais souvenir pour la France en général, cette période, mais qui est oubliée. On a beaucoup travaillé depuis 2010 pour faire en sorte que l'équipe nationale ait une meilleure image. Ces résultats sont convaincants. On redonne de l'espoir et je crois que
ce livre n'a aujourd'hui aucune importance. Vous, Monsieur Platini, vous aviez dit à l'époque de l'équipe de France, ce sont des cons. Est-ce que l'équipe a changé aujourd'hui? Ils se sont comportés de telle façon, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je pense que j'ai eu un moment de honte en Afrique du Sud. C'était pas simple de me cacher loin de l'équipe de France par rapport aux 10 000 journalistes qui étaient présents et qui me cherchaient partout pour avoir un commentaire. C'est vrai que j'étais pas à l'aise et j'étais mal dans ma peau. C'est vrai qu'ils se sont comportés comme tels. Bon, ils ont tous fait leur mea culpa, ils ont été sanctionnés par la Fédération française. Donc voilà. Maintenant, j'espère. Vous savez, je suis à l'UEFA et donc j'habite en Suisse. Et donc là, il y a le président suisse. Tous les Suisses me disent qu'ils vont battre l'équipe de France. S'ils descendent du bus, alors vous voyez, ils nous charrient encore aujourd'hui. Alors j'espère qu'ils vont avoir un très bon comportement. Je ne sais pas s'ils vont gagner les matchs. J'espère en tout cas pour le président de la Fédération française et puis pour la France. Mais en tous les cas, qu'ils aient un comportement exemplaire, ce serait très bien et ça serait oublié. Bonjour, Bruno Fraioli de Stratégie sur votre gauche. Voilà. J'ai une question de communication. Quand sera lancée une campagne pour sensibiliser les Français, que ce soit par le comité d'organisation ou par l'État? Écoutez, je ne vais pas parler au nom de l'État, mais je pense qu'on va laisser passer la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde au Brésil est quand même... va être quand même au cœur de l'actualité pour tout le monde. Et puis après la Coupe du Monde, on va commencer à s'inquiéter de la communication de l'Euro 2016. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas partir trop vite sur la montée en puissance vers un événement comme celui-là. Le déroulement de ces grands événements sportifs est rythmé par la succession des compétitions. Aujourd'hui, jusqu'à présent, très clairement, le projecteur était sur la Coupe du Monde, sur le Brésil. Une fois que cette Coupe du Monde sera terminée, ce sera l'Euro qui deviendra d'actualité. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra effectivement lancer la montée en puissance en matière de communication. Rien de plus à ajouter, c'est la voix de la sagesse que vous venez d'entendre. Par ailleurs, en termes de montée en charge progressive, ayez aussi à l'esprit l'avancement des travaux dans un certain nombre de stades. Donc les choses vont se présenter en effet de façon beaucoup plus claire après le mondial. Et à ce moment-là, on s'entendra ensemble pour cette campagne de communication. Bonjour, Patrick Lemoine, vieux journaliste. En tant que président de l'Europe, Monsieur Platini, vous avez toujours un regret que Strasbourg ne fasse pas partie de ce projet? J'ai un regret depuis 96. Alors, on s'est fâché avec Fernand Sastre, avec la municipalité de Strasbourg à l'époque. Mais je pense que Madame Trottmann, qui était alors le maire, a été très mal conseillée par les gens qui étaient à côté d'elle. Mais là, vous n'avez pas pu remonter dans le train? Et non, ça c'était un problème franco-français. Moi, j'étais déjà de l'autre côté des Alpes. Je rappelle que Strasbourg figurait dans la liste des 12 villes qui étaient dans le dossier de candidature que nous avons remis à l'UEFA en février 2010 et qu'au mois de juillet 2010, après l'acceptation par l'UEFA de notre candidature, la ville de Strasbourg, pour des raisons financières et budgétaires, s'est retirée de sa propre initiative. Thomas Bourguignon, Newstank Football. 24 équipes seront présentes à l'Euro 2016. Comment va se passer l'attribution des camps de base pour ces équipes? Est-ce qu'on peut penser que des territoires qui n'auront pas de match comme l'Est de la France ou l'Ouest seront favorisés pour accueillir des équipes participantes? Ce sont les équipes elles-mêmes qui choisissent leur camp de base. Ce que nous allons faire, c'est mettre à leur disposition, après la Coupe du Monde, je dirais probablement au début de l'automne, ou peut-être pendant l'été si c'est possible, un catalogue d'une 50aine de camps de base entre lesquels les équipes pourront librement choisir. Ce que l'on sait, c'est que, sans attendre d'ailleurs la publication de ce catalogue, certaines grosses fédérations ont déjà commencé à visiter. C'est le cas de la fédération anglaise, par exemple, qui a visité un certain nombre d'hôtels et de terrains d'entraînement associés, parce qu'un camp de base, c'est un hôtel plus un terrain d'entraînement. Et au fur et à mesure de leur visite, ces fédérations vont poser des options, attendre évidemment de savoir si elles sont qualifiées ou pas, et le choix final se fera après la fin du processus de qualification, donc quelque part vers la fin de l'année 2015. Mais ce sont les équipes qui choisissent, et elles peuvent choisir en dehors du catalogue
qu'on leur propose. Donc elles ont, je dirais, une totale liberté de localisation sur le territoire français. Bonjour, Guy Citruc, devant vous. Merci, Monsieur le Président. Le Brésil, qui est un pays de football, connaît de graves troubles actuellement. Est-ce que vous ne craignez pas un mouvement similaire en France, compte tenu des restrictions qu'a évoquées tout à l'heure Rainer Kalb? Bon, d'abord, à propos du Brésil, je veux vous dire que nous lui faisons confiance pour organiser le mondial dans les meilleures conditions possibles, même si on suit évidemment de près les difficultés actuelles. Et votre question, c'est est-ce que de tels troubles pourraient se produire en France, c'est ça ? Je n'en vois en tout cas pas les prémices. Moi, je crois au contraire que cette compétition, cet Euro 2016, je le disais tout à l'heure, sera l'occasion de remettre du bleu, pas simplement sur les équipements des joueurs, mais aussi du bleu dans l'esprit des gens, parce que ça permettra de faire souffler un esprit à la fois optimiste. Les retombées économiques que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des retombées commerciales, en termes d'hôtellerie, de commerce, etc., vont quand même faire du bien au pays. D'emplois, même créés pour l'occasion. Et puis l'esprit de compétition, on le sait, est toujours susceptible de redonner de la confiance et de l'enthousiasme. Donc non, je ne crois pas que ce soit un risque que nous courions, non. Par ailleurs, Madame le ministre, ou la ministre, espérez-vous assister au match d'ouverture également, et dans quelle fonction ? Que présidente de la FIFA. Donc vous parlez de l'Euro 2016. Écoutez, moi je suis comme Michel Platini, on ne lit pas dans le marc de café, donc j'espère, évidemment, j'espère de tout cœur être là du début à la fin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, l'Euro 2016 ne débute pas le 10 juin et ne se termine pas le 10 juillet. Donc du début jusqu'à la fin, c'est très long. Bonjour, Julien Brigaud, France Info. Une question pour Michel Platini, puisque vous avez remporté le dernier championnat d'Europe organisé en France, et en tant que joueur, et à Monsieur Le Gret également. Quel est l'enjeu sportif pour l'équipe de France? Et comme les Bleus ont remporté les deux dernières compétitions organisées sur leur sol, est-ce que l'objectif est également de le répéter pour 2016? Je le souhaite pour le président que la France le gagne en 2016. Moi, je suis président de 54 pays. On est 53, mais maintenant on a Gibraltar, mais je ne suis pas sûr que Gibraltar vienne en France en 2016. Écoutez, c'est un enjeu important pour le joueur français. Parce que la pression n'est pas la même quand vous jouez au Brésil, quand vous jouez en France. Et c'est une compétition qu'il faut absolument gagner à la maison. La France fait partie de ces équipes qu'on peut dire favoris quand elle jouera en France en 2016. Je pense qu'elle va faire un très bon mondial en 2014 là, au Brésil. Et je pense qu'elle aura une grosse pression pour le gagner en 2016, comme nous avions eu la pression de le gagner en 84, suite au beau parcours que nous avions fait en 82. 82, je vous rappelle qu'on avait joué la demi-finale pour les plus vieux, qu'on avait joué la demi-finale à Séville, et puis qu'on était forcément les favoris 2 ans après, d'autant que beaucoup de clubs français arrivaient aussi au niveau des compétitions européennes à être compétitifs, donc il y avait une grosse pression sur nous en 84, et je pense qu'il y aura une grosse pression en 2016, comme il y a une grosse pression l'année en 2000, puisque la France a été championne du monde en 98. Donc voilà, l'enjeu pour la fédération, c'est de faire plaisir à ses supporters. Pour nous, c'est que ça soit une très belle fête, une grande fête du football avec beaucoup d'animation, que les gens soient heureux. Comme l'a dit Madame le ministre, que tous les touristes qui viennent soient heureux d'être en France. Il y en a déjà beaucoup qui viennent en France. Je pense qu'il y a plus de 60 millions de touristes qui viennent en France. Mais 86 millions maintenant ? 85 millions qui viennent en France. Donc voilà, s'ils viennent tous ces 85 millions on n'aura pas assez de billets à vendre. Et je suis désolé déjà pour eux, mais en tous les cas, ça sera quelque chose de beau, comme ça a été fait en 98, où c'était quelque chose de beau. Mais je dirais même que par rapport à 98, on est plus prêt aujourd'hui, parce que la France s'est rendue compte que c'était un grand événement sportif, qu'elle n'avait pas du tout compris dans les années 90. Mais maintenant, elle comprend, et on peut dire que le gouvernement est avec nous. On peut dire que les villes représentées ici par Olympia savent ce qu'ils doivent faire. Et donc, ils sont tous enchantés de recevoir quelque chose de très positif. Ouais. C'est l'avis d'un spécialiste. Je n'ai pas grand-chose à... Sauf que l'équipe de France est en progrès.
qui va aller au Brésil, où le pays organisateur a toujours une chance supplémentaire. Aller au Brésil, c'est bien sûr, pour nous, c'est important, mais le pays organisateur a toujours un petit avantage. Lorsqu'on l'organisera, c'est vrai qu'il y aura cette responsabilité, mais on est en période de progrès. Et j'aimerais bien qu'on le comprenne. On a des jeunes joueurs qui arrivent, il ne faut pas être trop pressé. Ce n'est pas non plus fuir, mais je crois que notre équipe nationale a un avenir rapidement de performance. Je pense qu'on sera très prêt pour 2016, mais aussi très compétitif, j'espère, au Brésil. Il y a le président Gilles Héron, qui est président de la Suisse, qui est là, qui ne pense pas la même chose que le président Le Graët. Il ne croit pas à ce qu'a dit Didier Deschamps quand il a dit la Suisse est favorite. Il a dit Didier est très malin. Bonjour, sur votre droite, Jean Rességuier, RMC Sport. Une question concernant l'aspect populaire de l'Euro 2016, la tarification notamment. Vous avez évoqué, Michel Platini, hier dans une interview aux Parisiens aujourd'hui, la somme de 20 €. Qu'en est-il exactement du prix des billets? Peut-être Jacques Lambert. Je me suis trompé de 30%, je crois. Je ne citerai pas, moi, aujourd'hui, de chiffres définitifs parce que tant qu'on n'a pas validé de façon complète et officielle au niveau des plus hautes autorités de l'UEFA la politique globale de billetterie, je préfère ne pas citer de chiffres partiels parce que, comme toujours, dans une politique tarifaire, il faut voir l'ensemble. Le prix le moins cher ou le prix le plus cher, c'est une chose, mais encore faut-il voir comment tout ceci s'organise, quel est le pourcentage de billets vendus très cher et ceux vendus pas cher, comment se fait la gradation des prix en fonction de l'évolution de la compétition. Donc on a aujourd'hui posé les bases, on a fait valider par le comité exécutif de l'UEFA les grandes lignes de la politique de billetterie. Sur certains points, le comité exécutif nous a demandé d'apporter quelques précisions ou de faire quelques réflexions supplémentaires. J'ai dit que la commercialisation de la billetterie commencerait au printemps 2015, c'est-à-dire dans un an. Donc nous avons le temps. Nous avons le temps notamment de rendre public cette politique tarifaire de l'Euro 2016. Et pour le prix minimum, on se rapprochera de ce qu'a dit le président Platini? J'ai dit que je ne citerai pas de chiffres, donc je ne citerai pas de chiffres. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis le début, notre souci avec tout le monde, avec Michel, avec Noël, etc., c'est de proposer d'abord, et ça a été acté, une 4e catégorie, alors qu'habituellement l'UEFA procédait avec 3 catégories. Donc nous allons créer une 4e catégorie de prix pour ouvrir la fourchette. Et nous avons aussi la volonté d'avoir un nombre significatif de billets à des prix peu élevés. Et voilà. Donc je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Excuse-moi Jeannot, mais c'est comme ça. Monsieur le Président, j'ai une question pour Michel Platini, le président de l'UEFA. Bonjour Monsieur le Président, je me présente, Jacques Vendroux de Radio France. Concernant le fair play financier et les sanctions pour les clubs qui ne le respecteraient pas, on a pu entendre hier et lire hier que vous pensiez qu'aucun club ne serait exclu. Avez-vous des informations sur la décision du ou des experts indépendants, Monsieur le Président? Merci, Monsieur Vendroux. Je souhaite qu'il n'y ait pas de sanctions, je souhaite, mais vous savez forcément qu'il y a des organes indépendants qui prendront des décisions elles-mêmes. Ce n'est pas la décision du président. Je souhaite, parce que le principe du fair play financier, c'est d'aider les clubs. Ce n'est pas de les tuer ni de les punir. C'est de les aider à se remettre sur le bon chemin. Et donc, je souhaite qu'il n'y ait pas de sanctions. Mais, bien sûr, il y a des organes indépendants qui prendront ces décisions et ce n'est pas moi qui les prendrai. À votre service, Monsieur Vendroux. Bonjour, question Didier Pireschi, TF1, question pour Michel Platini. On aurait pu imaginer que la finale se disputerait ailleurs qu'au Stade de France. On avait évoqué Marseille, voire Lyon. Qu'est-ce qui a porté votre décision sur finalement Paris, enfin Saint-Denis? D'abord, ce que je veux dire, c'est que s'agissant de Marseille, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse, mais nous n'avons jamais reçu, Michel ou moi, de lettre de candidature officielle pour l'accueil de la finale. Donc voilà, on n'avait pas à se prononcer sur une demande qui n'existait pas, si je puis dire. Et puis, deuxièmement, je l'ai dit, organiser la finale
c'est par définition regarder d'abord quelle est la capacité du stade. Or, la capacité du Stade de France, c'est 80 000. Marseille, ce sera 67 ou 68 000. Donc, il y a quand même beaucoup plus de place au Stade de France. Et puis, l'accueil d'une finale, ce n'est pas simplement un problème de capacité de stade. C'est aussi toute la problématique de l'hôtellerie, de la facilité d'accès, parce que la finale, par définition, elle intervient 3 jours après la demi-finale et il faut que les supporters prennent leurs dispositions pour venir. Et incontestablement, compte tenu de la capacité d'accueil des aéroports parisiens, aujourd'hui, c'est plus simple de venir à Paris que de venir à Marseille en 3 jours. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui interviennent. On n'avait rien de particulier contre Marseille, mais un, il n'y a pas eu de candidature officielle, et deux, incontestablement, le Stade de France et la capacité d'accueil de la région parisienne restent aujourd'hui plus importante. On a essayé de trouver des moyens un peu balance entre les villes pour leur donner tout ce qu'elles souhaitaient aussi avoir. Le seul, et ça on peut le dire, on a fait un effort au niveau de l'UEFA sur la demi-finale. L'UEFA sur la demi-finale à Lyon, puisque Lyon a 50 000 et le Stade de France, combien 57 et le Stade de France a plus de 80 000. 58 et le Stade de France a plus de 80 000. Donc on a fait un vrai choix politique. Jacques nous a proposé, le comité exécutif de l'UEFA a accepté qu'on ne joue pas la demi-finale au Stade de France et qu'on le décale par rapport à un quart de finale pour donner aussi les 2 plus grandes villes françaises et les demi-finales. Voilà, là on a fait un effort politique par rapport à une certaine somme d'argent qui aurait été beaucoup plus importante si on avait mis la demi-finale et la finale à Paris, au Grand Stade, puisque vous savez que ça se vend par package, et des gens venaient sur 2 matchs prendre des loges, des places VIP et tout ça. Donc là, on a fait un effort pour permettre aux 2 grandes villes françaises d'avoir la demi-finale. Donc on a trouvé une sorte d'équilibre. On a fait un peu de politique. De temps en temps, il faut en faire. Bonjour, Nicolas Jamin, journaliste RMC Sport BFM TV. Une question de société, football société, sur le port du voile qui fait débat actuellement. Début mars, la FIFA a autorisé le port du voile sur les terrains de football féminin. La Fédération française de football a réitéré qu'elle était contre cette disposition. Où en est-on aujourd'hui des échanges avec la FIFA, la position de l'UEFA, et est-ce que la Fédération française de football est réellement souveraine sur son territoire pour interdire le port du voile? Je réponds. D'abord, il n'y a pas de conflit avec la FIFA. Je les rencontrerai juste avant la Coupe du Monde. La position de la France n'a pas varié. Je crois que le droit des femmes, la laïcité, la neutralité, depuis tout le temps, c'est notre responsabilité commune dans tous les sports. Dans tous les sports. Il n'y a pas que le football. Alors que la FIFA souhaite un moment au niveau mondial, que ce soit un progrès dans certains pays. Franchement, je crois qu'il a sûrement raison. Certaines jeunes filles dans beaucoup de pays pourront jouer au football. Je l'entends plutôt comme ça. Sur nos compétitions nationales, la France est un beau pays qui accepte tout le monde, qui n'interdit rien à condition que chacun respecte ce côté neutre, ce côté de laïcité. Donc nous n'avons rien inventé. C'est une position française, fédérale et je pense de l'État depuis tout le temps. Donc il n'y a pas de conflit avec Blatter. Je le rencontrerai juste avant la Coupe du Monde pour écouter ses arguments et voir un peu comment on affinera nos positions. Pas de position, c'est un problème de la FIFA, mais au niveau de l'UEFA, les lois nationales prévalent sur les lois sportives. Donc pour nous, c'est réglé. Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien à ce que vient de dire Noël Le Graët. Moi, je pense qu'il faut laisser l'expression de ses convictions religieuses ou politiques au vestiaire. C'est les règles olympiques et il se trouve que ça rejoint notre conception de la neutralité en France. Donc, je crois que nous ferons en sorte que cela soit respecté. Pour la FIFA, c'est une question culturelle et pas religieuse, justement. C'est un débat très difficile. Ça fait 2-3 ans que c'est au cœur de la FIFA. Ça a été pris, c'était une décision qui a été prise par l'International Board. Voilà, mais c'est très, très, très compliqué. Et on ne voit pas les mêmes choses en France qu'en Jordanie, qu'en Arabie Saoudite, qu'en Iran. Bon, il y a des femmes qui, en Iran, ne peuvent pas jouer si elles ne mettent pas le voile. Voilà, donc... Mais aussi en Iran, parce que j'ai suivi un peu tout ça, aussi en Iran, si l'équipe de France ou l'équipe d'Allemagne va en Iran jouer un match contre l'équipe féminine d'Iran, elles ne seront pas obligées de mettre le voile.
Donc c'est très très compliqué. Il vaut mieux rester en dehors de ces problèmes-là et puis respecter les lois nationales. Dernière question. Bonjour, Dominique Courdier, News Tank Football. Votre compétition phare, l'UEFA, vous savez qu'elle n'est visible que sur des chaînes à péage en France, à l'exception de la finale. C'est laquelle phare, l'Euro ou la Ligue des Champions? Ah non, je croyais que c'était l'Euro, moi. La Ligue des Champions. En ce qui concerne la Coupe du Monde, il n'y aura que 28 matchs qui seront sur des chaînes gratuites. Est-ce que l'Euro 2016 sera visible sur des chaînes gratuites en totalité? Eh bien, écoutez, on va donner la parole au secrétaire général. Parce que quand je ne sais pas répondre à la question, je donne au secrétaire général. Comme ça, vous entendrez sa voix. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous pensez de cette question, Dominique Cordier? C'est une très bonne question. En ce qui concerne la Champions League, évidemment, nous, on est liés par les appels d'offres qu'on fait, en suivant les lois européennes. Donc les résultats sont connus maintenant, et comme maintenant, ça va être le cas aussi pour les saisons 2015-2018. En ce qui concerne l'Euro 2016, là, en tout cas, l'équipe de France sera certainement en clair, et puis pour le reste, on laisse encore planer un petit peu le suspense. On est encadré par des lois européennes, hein, on est obligé de répondre à tout le monde, et l'appel d'offres, c'est au plus offrant, et c'est le plus offrant qui gagne. C'est comme ça. Après, on n'a que des procès si on ne donne pas au plus offrant, Frédéric. C'est pareil pour la Ligue française, pour les droits de télé. Ouais, voilà. Merci à tous. Vous l'avez expliqué au départ, il y a une zone mixte dans le lounge derrière. Non, j'ai juste 2 minutes de conclusion, 2 minutes. D'abord, je constate que l'Euro 2016 avance à grands pas, c'est dans 2 ans, mais je constate que la présentation du calendrier ce matin, après toutes ces études, montre quand même qu'on est déjà au cœur de l'action. Moi, ce qui me fait très plaisir, je vais vous dire vraiment la vérité, quand je vois le nom de toutes ces villes qui viennent de s'organiser pour améliorer leurs installations, ce que souhaitait la France depuis la Coupe du Monde en Allemagne, on a un retard considérable. Je pense que ce n'est pas Frédéric qui va me contredire. Lorsqu'on regarde toutes ces villes, 10 villes, et puis il y a quelques autres qui ne sont pas si mal, mais 10 villes qui ont une capacité d'accueil doublée pratiquement, avec une qualité extraordinaire. Donc c'est un nouveau départ. Je crois qu'il y a certes l'Euro, mais il y a aussi tout ce qui va être fait après l'Euro pour le football français. Donc le travail réalisé entre la fédération et l'UEFA, au sein de la SAS, d'abord ça se passe de façon cordiale et c'est bien, mais il y a aussi un travail formidable. Je remercie aussi Madame la Ministre de ce qu'elle a dit, parce qu'elle est déjà dans l'action sur le scolaire, sur les jeunes qui vont pouvoir imaginer l'Euro à leur manière, aussi bien au niveau culture que sport, et surtout la vie des quartiers. Donc je crois que très rapidement, vous avez souhaité donner un élan à ce que l'ensemble de la population française soit concernée. Et donc je confirme aussi, je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure, que la fédération, bien évidemment, avec ses ligues et districts, aura dès 2014-2015, donc dès l'année prochaine, et dès 2015-2016, un budget important pour qu'il n'y ait pas que les villes où se situe le spectacle qui puissent être intéressantes pour les jeunes. Donc sur tous nos départements français, dans les plus petites villes, nous organiserons nous-mêmes des compétitions importantes. Tous les gosses pourront parler de l'Euro. Donc objectif, effectivement, là c'est déjà bien en place. Par contre, l'organisation, effectivement, sur le territoire national, l'État, je suis ravi, la Fédération va avoir ces dossiers qu'elle a déjà annoncés, dossiers importants qui sont mis en place. Je voulais rapidement, Michel, vous savez, nous étions candidats pour 2020, pour l'Euro 2020. Nous allons retirer notre candidature parce que je pense que l'Euro 2016, c'est un cadeau magnifique à la France. Et il est normal qu'au niveau de la solidarité, on laisse d'autres villes européennes s'intéresser à cette grande compétition. Par contre, vous savez que le football féminin fait partie de notre attention totale. Nous allons déposer une candidature à la FIFA pour organiser la Coupe du Monde 2019. C'est pas gagné. Et c'est pas gagné parce qu'on ne va pas être les seuls, mais en tout cas, nous allons essayer de mettre toutes les chances de notre côté.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Le président de l'UEFA se réjouit de cette sage décision de la part du président de la Fédération française de football. Alors, si vous me permettez, la ministre des Droits des Femmes se réjouit de cette candidature sage aussi et très bienvenue. Merci.